ça prend son sens, innovation relationnelle, étant donné quand on regarde le contexte actuel du marché du travail. Je prends un chiffre, que j'avais en tête, que j'ai lu hier, 58 des cadres, seraient prêts à démissionner. On a aussi 42 des moins de 35 ans affirment n'avoir jamais eu autant envie de quitter leur emploi aujourd'hui. On parle de grande démission, de quiet quitting, de traquance, enfin voilà, il y a tout un phénomène qui nous fait dire que globalement, on est en train de développer une relation au travail assez différente et assez tendue. Donc dans ce contexte-là, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question des relations, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et que je pars du principe que les relations, entre humains, sont importantes. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Céline Cussac, fondatrice de A Little Big Dream et professionnelle de la formation depuis près de 20 ans. Avec Céline, on retrace ses 5 dernières années à la tête de la formation chez Natixis, avec les enjeux liés à sa prise de poste et puis avec les projets et challenges qu'elle a relevés avec son équipe. Céline nous partage sa vision et sa lecture du métier du learning et développement, en insistant notamment sur une clé fondamentale pour réussir, que vous retrouverez bien sûr en écoutant cet épisode. On parle également de la notion d'innovation relationnelle qui doit être mise en œuvre dans les organisations apprenantes afin que le lien humain soit source d'engagement, d'épanouissement, de valorisation et de performance. Cet épisode compile la vision d'une professionnelle aguerrie avec des idées fortes et inspirantes pour nourrir les pratiques apprenantes de nos organisations. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Cyril. Céline, je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. Très heureux pourquoi? Parce que ça fait un moment que je vous suis. J'ai eu l'occasion effectivement de vous écouter à plusieurs reprises, de voir les travaux que vous aviez menés dans vos entreprises précédentes. Et voilà, et je voulais qu'on fasse le point, qu'on prenne un moment ensemble pour parler un petit peu et que vous puissiez nous faire un petit retour d'expérience sur ce que vous avez fait, sur votre vision du learning et des organisations apprenantes. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter et de nous donner en fait quelques éléments clés de votre parcours. Merci déjà de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors en quelques mots, j'ai près de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes dans des secteurs très différents tels que le retail, le divertissement et les banques et assurances. J'ai occupé des fonctions de cadre dirigeante en ressources humaines avec une dominante en learning et développement. Donc globalement, la conduite de transfo au carrefour d'enjeux, que ce soit humains, organisationnels et de communication. Et puis beaucoup de management. J'ai managé des équipes en direct et puis des filières métiers au sein des entreprises pendant près de 15 ans. Alors aujourd'hui, en revanche, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour créer mon activité, une activité que je qualifie de plurielle parce que j'ai différents projets en tête. Le premier, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Little Big Dream et qui adresse le sujet de l'engagement et du collectif au sein des organisations. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, en parallèle, je m'associe à une société de conseil en learning qui a pignon sur rue, qui est déjà en place, mais avec qui on va développer la branche RH pour accompagner les DRH à redessiner ou en tout cas réinventer leurs propositions de valeur et réussir leur propre transformation. Et il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ok. Alors, effectivement, là, il y a un truc. On va revenir sur ensuite ce que vous avez fait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et vous savez, les mots et la sémantique ont toujours une valeur et une saveur particulière. En tout cas, moi, j'accorde beaucoup d'importance. Ce sont sûrement mes études de marketing. Little Big Dream. Moi, ça me questionne. Qu'est-ce que vous souhaitez en fait qu'est-ce que vous mettez derrière au-delà du métier et de la partie accompagnement que vous allez mettre en œuvre? Pourquoi vous avez choisi ce nom? J'ai choisi ce nom parce que je pense que je suis une grande rêveuse déjà.
dans le sens idéaliste et, euh, et tout au long de ma carrière, j'ai adoré en fait faire rêver mes équipes tout en étant très réaliste et très pragmatique et faire en sorte que les rêves deviennent réalité. C'est pas pour rien que j'ai fait un petit détour par Disneyland Paris. Euh, et derrière ce nom de A Little Big Dream, il y a aussi le souhait de concilier des contraires qui peuvent être très apparents d'ailleurs et qui ne le sont pas tant que ça. Je pense notamment à l'individu et le collectif, la vision et le pragmatisme. Euh, voilà, et derrière cette marque, la volonté, c'est de réenchanter pour réengager. Et d'aider en tout cas les dirigeants et les DRH à avoir des leaders inspirés et du coup inspirants, des collaborateurs engagés, et puis rendre l'entreprise plus désirable. Voilà, donc je m'y attelle et je suis en train de modéliser un certain nombre d'interventions qui vont reposer sur ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle l'innovation relationnelle. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Carrément, carrément. En tout cas, voilà, moi, je savais pas comment m'attendre en me posant ces questions, mais qu'est-ce que je souscris à ce que vous venez de me dire parce que, par exemple, entre le sujet vision et pragmatisme, je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire briller nos yeux, à faire briller les yeux aussi de nos équipes, de nos collaborateurs, et c'est ça qui fait, qui crée des énergies en fait qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ces visions partagées. Et la vision partagée, c'est un des sujets d'organisation apprenante, donc c'est bien et ça fait bien le lien. Donc je voudrais maintenant qu'on revienne un petit peu, donc comme vous l'avez dit, ça fait une vingtaine d'années que vous œuvrez sur des fonctions RH, notamment type e-learning, sur des fonctions de direction notamment, et donc vous avez travaillé notamment chez Natixis du groupe BPCE pendant un certain nombre d'années. Oui. Moi j'aimerais qu'on puisse faire un petit flashback sur les grands enjeux que vous avez adressés, les problématiques sur lesquelles vous avez travaillé pour que vous puissiez nous faire un petit état des lieux de ce que vous avez pu rencontrer dans le temps et comment vous avez travaillé avec vos équipes pour participer et pour pouvoir remporter ces challenges. Alors, j'ai été directrice learning et développement chez Atexis de 2017 à 2022. Donc, j'ai conduit 5 ans de transformation de l'activité learning. À mon arrivée, l'enjeu, c'était la gouvernance de la filière, en fait, puisqu'il y avait une équipe centralisée qu'on appelle corporate, et puis des équipes davantage proches des métiers aux côtés des DRH métiers. Et au-delà de la gouvernance, le deuxième enjeu, c'était l'accélération de la digitalisation de l'offre. Et puis très vite, on a bâti en fait avec les équipes learning une stratégie à 4 ans, donc qui nous a amené globalement à 2022, pour tenter de faire de l'entreprise une organisation apprenante. Donc on a mis en place tout un plan de transformation qu'on a vraiment bâti en mode collaboratif, qu'on a appelé Learning and Beyond. Donc c'est vraiment aller au-delà de l'apprentissage. Et notre motto de l'époque, c'était apprendre tous en permanence. Et la feuille de route que l'on s'est donnée, on est allé activer 4 grands leviers. Le premier, c'était l'engagement des apprenants, donc faire en sorte qu'ils soient acteurs de leur développement et surtout désireux en fait d'apprendre. Moi, j'avais vraiment ça en tête, d'activer le désir d'apprendre, on pourra y revenir. Le deuxième levier qu'on a activé, c'était l'innovation pédagogique. Alors, bien sûr qu'on allait chercher des technologies immersives avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, bien au-delà du digital, mais aussi dans l'innovation pédagogique, on pouvait y mettre la FEST, par exemple, ou tout simplement la ludopédagogie. Troisième levier qu'on a activé, c'était l'efficience de l'écosystème. C'est de faire le pari que la formation, l'apprentissage devait se jouer en dehors des équipes formation. Donc, on allait chercher les managers, nos collègues, les RH, bien sûr, des ambassadeurs. On a joué sur le rôle de serial learner, faire en sorte qu'on avait comme ça des personnes sur lesquelles on pouvait s'appuyer au plus près des métiers, les référents AFES, les formateurs internes, etc. Derrière l'efficience de notre écosystème, on a ouvert des chantiers plus complexes, ils sont plus longs. Je pense que c'est pas que chez Natixis, c'était des chantiers autour de la data, de tous les KPIs, de l'évaluation de la formation, du NPS, le Net Promoter Score, etc.
Et le quatrième levier, c'était la culture apprenante. Et c'est là où on pouvait redonner l'envie, l'envie d'apprendre, et aussi ce que je suis allée chercher moi derrière la notion de culture apprenante, avant de réussir à impacter la vie du collaborateur, c'était de se poser la question de nous, acteurs de la formation, ce qu'on avait envie d'être. Et donc j'ai utilisé la transformation de notre activité pour nous transformer nous-mêmes et être assez exemplaires dans la manière dont on allait apprendre et dont on allait le montrer. Donc on s'est formé à plein de choses, à la création de podcasts, on a animé des radios, enfin on a fait plein de choses. Et l'état d'esprit, c'était le do it yourself. C'était on va faire par nous-mêmes, on va apprendre en faisant et on va pouvoir incarner ce qu'on est en train de raconter aux collaborateurs. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé par nous et puis ensuite on a organisé un certain nombre de dispositifs. Les Learning Days en sont un exemple, qui nous a permis de raconter une histoire, mais en sachant ce qu'on était en train de raconter puisque nous-mêmes on l'avait vécu. Voilà, donc ça, c'était vraiment les 4 grands leviers et puis bien sûr le sujet des compétences que tout ça visait, hein. Ça pouvait être des compétences de management, de leadership, les soft skills, les hard skills sur les nouveaux métiers, notamment ce qu'on appelle les métiers du futur avec une école de reskilling, de reconversion. Et puis tous les sujets de la data et de la RSE qui ont émergé un peu plus récemment. Donc voilà quels étaient les grands enjeux qu'on a pu adresser ces 4-5 dernières années. Alors, on va rentrer dans le détail de certains de ces enjeux, mais je veux juste qu'on revienne parce que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent. Quand vous arrivez en 2017, c'est quoi l'état du collaborateur Natixis? C'est quoi son niveau de culture apprenante? C'est quoi son expérience d'apprentissage? Parce que c'est bien aussi de montrer en fait d'où vous partez, je pense, pour voir un petit peu où c'est que vous êtes arrivé en 2022. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais en 2017, de très belles choses avaient été faites déjà au niveau digital. Il y avait au catalogue des Serious Games pour le management. L'entreprise avait largement dépassé le stade du e-learning pour du réglementaire. Donc des Serious Games, des produits digitaux vraiment intéressants. On commençait à mettre en place des plateformes en libre service. On est au tout début de la notion du libre service qu'on a vraiment démocratisé dans les années qu'on suivit. Donc voilà, on était au lendemain du e-learning réglementaire, un bel essor au niveau du digital. Mais comme beaucoup d'entreprises, on était au début en fait. Et j'ai eu la chance d'arriver dans un contexte où la DRH était nouvelle, elle était là depuis 1 an. Une vraie volonté de transformer nos pratiques, notre positionnement. Donc les voyants étaient verts pour pouvoir bousculer les codes et embarquer les équipes. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver au bon moment. Et effectivement, le fait d'avoir la gouvernance, notamment la DRH, qui soit le premier sponsor du projet, je pense que c'est important. Par rapport aux enjeux, je pense qu'effectivement, certains se nourrissent, le fait de pouvoir, et j'ai envie qu'on parle de ce sujet, de vouloir décentraliser finalement la formation, l'acquisition de la compétence, de la connaissance, en étant finalement derrière un diffuseur, enfin en tout cas un catalyseur de tous les savoirs en interne et de pouvoir développer en fait des pratiques apprenantes finalement à tous les étages. Ça, c'est un vrai sujet et pour ça, il faut avoir une culture apprenante. Donc, comment vous avez fait finalement pour... parce que ces deux enjeux se parlent de même, parce qu'on veut bien vouloir décentraliser, mais si à un moment donné, on ne donne pas à la fois les outils et les codes culturels, on ne crée pas des routines pour que derrière, en fait, les gens s'emparent et les équipes métiers s'emparent en fait de routines apprenantes qui puissent eux-mêmes s'apprendre entre eux, par exemple. Comment ça s'est passé pour que... Alors, vous avez commencé à parler sur votre propre équipe où vous avez finalement donné l'exemple. Hein, et ça, je pense que c'est le premier enseignement et il faut vraiment en parler parce que soit le changement que tu veux voir dans le monde, hein, pour paraphraser un illustre, mais comment ça s'est passé afin que vous puissiez développer ce niveau de décentralisation, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui sont dans une centralisation au niveau du service formation qui sont encore... et c'est pas péjoratif dans ma bouche, qui distribue une offre de formation. Voilà. Comment vous avez fait pour arriver à la fois à développer cette culture et décentraliser les savoirs?
Alors, il y a eu différentes initiatives. La première sur laquelle on a travaillé, c'était l'accessibilité. On s'est appuyé sur notre LMS, on s'est doté d'un certain nombre de plateformes. On a mis une vitrine qu'on appelle le Learning Hub qui permettait en fait d'avoir quelque chose, un accès assez très friendly, avec toute une tuyauterie derrière qui ne se voyait pas beaucoup pour le collaborateur. Donc une expérience assez fluide et on a multiplié le nombre de contenus qu'on pouvait mettre à disposition, tout ça en niveau service. Et ça, on a beaucoup communiqué dessus. Donc c'était une première étape qui permettait pour un collaborateur de passer du stade d'un plan de formation, je suis dans une entreprise, on nous propose du digital, mais il y a encore beaucoup de présentiel, on est en train de nous dire qu'on peut aller sur une plateforme quand on le souhaite, tous les jours, 24 heures sur 24, avec un workflow qui ne nécessite aucune validation du manager, donc je suis libre. Ça, c'était la première étape, de pouvoir raconter cette autorisation à se former et cet accès en libre service. Le deuxième projet emblématique qu'on a pu mettre en place, qui a été, je trouve, incroyable à l'échelle de l'entreprise, mais aussi pour nos propres équipes, c'est les Learning Days. Alors, c'était ponctuel, c'était en 2019, c'était en 2020, au moment des rentrées scolaires, et on animait une dizaine de jours autour de l'apprentissage. L'édition 2019, elle avait vocation à donner envie d'apprendre. On l'a appelée We Love Learning. Et le programme s'est composé de conférences, d'ateliers, de démonstrations. On a animé beaucoup de corners à côté des cantines, entre midi et 2. Donc, on s'est montré, on a fait des démos de ce qui existait sur les plateformes, on a raconté, on a vraiment fait vivre et événementialiser beaucoup le learning. Et autour de ces temps forts des Learning Days, tout au long de l'année, on utilisait le réseau social Kayammer, et puis différents canaux de communication pour faire des challenges, pour inciter en fait les collaborateurs à se connecter aux plateformes, à consommer du contenu. Donc, on a beaucoup travaillé sur la notion de serial learner. Donc énormément de marketing et d'événementialisation, de jeux, de challenge. Voilà. Il y avait vraiment une notion de plaisir en fait à associer à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les Learning Village aussi, je pense que c'est plus récent, mais ça y contribuera beaucoup. On avait un site pour accueillir les formations présentielles. Très désuet, mais comme beaucoup d'entreprises, des bâtiments qui étaient utilisés depuis une vingtaine d'années. Et on a eu l'occasion, dans le cadre d'un grand programme de déménagement d'entreprise et dans les deux nouvelles tours BPCE, d'envisager en fait des nouveaux espaces formation qu'on a appelés Learning Village, espaces apprenants, et on a complètement revisité ce que pouvait être un lieu d'apprentissage autour de 3 grands Learning Villages, près de 1000 mètres carrés. Et on a réinventé les espaces qui sont modulaires, des mini-amphithéâtres. On a un espace, l'entreprise a un espace de lab de réalité virtuelle. On mélange la technologie et l'humain avec des cœurs de village. Donc ça, on a commencé à l'expérimenter l'an dernier, puisque le premier village a été ouvert l'an dernier. Et on voit bien qu'il se passe aussi autre chose pour les collaborateurs. Donc là aussi, des espaces ouverts où on peut venir travailler, se former, expérimenter, apprendre, échanger, assister à des talks, à des formateurs internes qui viennent témoigner entre midi et 2. Voilà, c'est des espaces de vivants, en fait, et qui contribueront en tout cas à cette culture apprenante. C'est quelques exemples, il y en aurait plein. Et puis, bien sûr, l'accompagnement des managers. L'accompagnement des managers, c'est hyper important. Et on a eu un certain nombre d'initiatives autour du manager coach, manager développeur de talent, avec la notion d'équipe apprenante. On les a outillés pour devenir des équipes apprenantes. Et ça c'est effectivement ultra intéressant. On reparlera de la notion d'équipe tout à l'heure. Mais peut-être que vous pouvez nous donner peut-être un élément sur l'équipe apprenante, parce que quand on parle d'organisation apprenante, et quand on parle de learning, on parle souvent à l'échelle individuelle. On peut des fois parler à l'échelle de l'organisation. J'ai mis à l'échelle de l'organisation de ça. On parle
beaucoup moins à l'échelle de l'équipe. Alors que finalement, là où on apprend le plus, c'est sur le terrain et donc c'est au contact de son équipe. Qu'est-ce que vous avez mis à disposition de vos managers et de vos équipes pour développer finalement cette notion, en tout cas, pour développer en fait les compétences de l'équipe apprenante, c'est-à-dire Alors, on a développé toute une boîte à outils qu'on a eu la chance de concevoir avec d'autres entreprises. Ouais, c'est un prestataire qui a vraiment rassemblé différentes entreprises. On a co-construit ensemble. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et après, on a mis en place chacun respectivement avec nos stratégies de déploiement le kit. Et à l'intérieur de cet outil, ce sont alors, il y a différentes choses. Il peut y avoir des outils autour du feedback, des outils autour des rituels. L'objectif étant d'amener un manager à rassembler ses collaborateurs autour d'un objectif commun, c'est-à-dire se dire on peut apprendre au quotidien de quoi on a besoin d'apprendre pour être au rendez-vous pour notre client interne ou notre client externe, de quoi on a envie et de concilier le besoin et l'envie, et comment ça peut se traduire à titre individuel mais aussi à titre collectif. Comment le fait même de passer des journées ensemble et de travailler ensemble peut être une manière, en tout cas peut générer une manière d'apprendre. Donc, on pouvait les inviter à revisiter leur manière d'animer une réunion, de trouver un temps dans chaque réunion pour raconter ce qu'ils ont appris la semaine, de pouvoir inviter des personnes à un moment donné dans la semaine à venir dans leur service témoigner d'une pratique. Enfin, il y a plein d'idées. Mais c'était vraiment de pouvoir donner des clés et qu'ils puissent se les approprier et surtout aller bien au-delà de cette boîte à outils. Une fois qu'après, l'état d'esprit est lancé, je pense qu'à aucun moment, on a eu la prétention que cet outil se suffisait à elle-même. En tout cas, elle est là pour allumer, pour déclencher quelque chose et avoir quelque chose à offrir, en tout cas, à ses équipes. Moi, j'ai rencontré, quand on a animé donc nos émissions radio, les Learning FM, sur justement l'équipe apprenante, on a fait venir des leaders qui ont raconté leurs initiatives. Ils n'avaient pas eu besoin de nous, hein. Mais ils avaient déjà mis en place plein de choses dans leurs équipes. Mais c'est un tempérament. Ça vient beaucoup du leader, de ce qu'il a dans les tripes, de ce qu'il ose faire, de ce qu'on a pu lui donner comme exemple. Il reproduit, il voit que ça marche, il continue. Donc, il s'approprie, il crée. Ouais. Et moi, ce que j'en retiens, et je crois que c'est un message important également, c'est qu'en fait, là, vous avez investi finalement dans le 70-20, le 70. Le 60, et ça coûte rien. Ça coûte rien. À l'échelle d'une organisation, le budget énergie que vous avez mis versus l'impact qui est réalisé derrière, c'est juste dingue. C'est-à-dire que vous avez un retour sur investissement. Si je peux parler de retour sur investissement dans la formation, parce qu'il faut faire attention. Mais vous avez un retour sur investissement en termes de management, d'engagement et puis de développement en fait des équipes qui est juste dingue. Et ça, c'est pas une histoire. Là, on n'est pas dans une histoire d'argent, on est dans une histoire juste vous avez vu un investissement initial et de l'énergie pour mettre en place la boîte à outils. Vous avez aussi parlé du fait que les managers, vous les avez accompagnés. Donc, moi, je retiens qu'à un moment donné, dans votre stratégie, ça a été, on a développé et multiplié les outils, les modalités pédagogiques, mais surtout, on les a fait connaître. On les a mis au devant, en fait, de nos clients internes, les managers, les collaborateurs. Voilà, à un moment donné, faire un corner à côté de la cantine, ça paraît bête comme chou, mais faut-il l'avoir fait ? Et faut-il l'avoir bien fait avec le bon message, avec la bonne dynamique, avec les bonnes interactions qu'on peut avoir avec les collaborateurs. Et je pense que ça, c'est assez clé. Et c'est là où on se rend compte que on a plein d'outils en fait en interne qui nous permettent de décupler en fait au niveau individuel et collectif l'apprentissage, et on n'utilise pas assez. Et moi, je trouve que c'est un bon exemple que vous avez finalement investi sur vos forces vives. Oui, l'investissement, il n'est pas que financier. On a besoin de budget, c'est évident, quand on veut former toute une série de managers avec la volumétrie importante, bien évidemment qu'il faut des budgets. Mais il y a autour plein d'autres choses à imaginer et qui reposent sur un investissement beaucoup plus humain. En fait, c'est du temps, c'est des idées, c'est de l'énergie, c'est de l'envie. Les deux se complètent. Les deux se complètent, effectivement. Alors, j'ai envie de passer à la suite, mais tellement donné des infos qu'il y a un truc qui me taraude. J'ai envie de savoir qui est ce serial learner.
comment vous avez finalement aussi, est-ce que vous l'avez marketé finalement, ce serial learner? Est-ce que vous lui avez donné en fait un statut un peu comme ce qu'on appelle dans le web communautaire, vous savez, les modérateurs, les super modérateurs. Là, le serial learner, qui est-il? Est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez marketé? Est-ce que vous lui avez donné un statut, un rôle? Voilà, c'est intéressant, je pense, de savoir comment on crée une communauté d'ambassadeurs. Alors, on lui a pas donné de statut en tant que tel, ni même de prénom, ni même de visage. On voulait en voir plein, partout, tant que possible. On en a eu. C'est ceux qui, notamment sur le réseau social d'entreprise, étaient toujours les premiers à tester ce qu'on proposait, à lever la main pour venir tester un produit, à commenter, à donner leur avis et éventuellement à recommander. Leur profil, que ce soit en termes d'âge, de métier, où ça pouvait être très, très différent. Et on s'est amusé à communiquer autour en définissant, on avait ça dans les salles de réunion, il y avait des affiches, des flyers sur voilà, les comportements, les bonnes pratiques en fait du serial learner. Donc ça pouvait aller de je me connecte régulièrement sur le Learning Hub pour découvrir les actualités, j'évalue la formation à l'issue de l'apprentissage que j'ai pu réaliser, je recommande des formations qui me plaisent, je partage avec mes pairs, j'ose, voilà, ça pouvait vraiment, ça venait en tout cas raconter comment un collaborateur pouvait s'inscrire dans le 70-20-10 sans lui parler du modèle 70-20-10 qui en soi est très puissant, mais il y a un storytelling un peu plus sympa à offrir et on l'a fait au travers du serial learner. Ok, voilà, très intéressant. Effectivement, super intéressant. Et c'est un peu comme dans tout lance, quand on est sur des lancements de produits, on a toujours ce qu'on appelle les early adopters. Voilà, les serial learners, c'est peut-être les early adopters d'un certain nombre de produits et ils sont très utiles. Ils représentent pour partie, mais pas totalement, comment dire, l'échantillon global, parce qu'ils sont plus convaincus dès le départ, puisqu'ils sont là, ils sont très engagés, mais par contre, ils sont ultra utiles pour pouvoir aller chercher les premiers feedbacks et pouvoir progresser. Donc, très bien. Je voudrais que maintenant qu'on puisse prendre un peu de recul vis-à-vis du marché de la formation, de l'état d'un peu du learning et développement. Donc je sais que voilà, vous êtes toujours très très connecté au marché. Vous avez depuis de nombreuses années échangé avec de nombreux pairs et vous l'avez dit sur même des projets avec d'autres entreprises. Moi, j'aimerais avoir un petit peu votre lecture de l'état un peu de maturité du learning et développement. Et pour qu'on ait une lecture assez fluide, partager un peu une grille d'analyse et un plan d'action si vous deviez revenir à la tête d'un département learning et développement. Quels seraient, alors bien sûr, il y aurait selon le niveau de maturité, mais quels seraient globalement les gros sujets sur lesquels vous iriez vous assurer, ou en tout cas vous iriez travailler afin de pouvoir réussir votre mission? Je pense qu'on est tous d'accord, hein, en tout cas pour ceux qui font du learning dans les entreprises, que ça a énormément évolué ces dernières années, que c'est une activité qui pouvait être dans l'ombre, pour laquelle on devait parfois se battre pour être à l'ordre du jour d'un CODIR ou d'un COMEX. Et aujourd'hui, c'est plutôt une activité sous la lumière, dans les projecteurs, et très challengée. Donc en ça a énormément évolué. Après, la maturité des équipes ou de direction learning, elle est très disparate, je trouve. Ça dépend aussi des enjeux de l'entreprise, donc du coup de sa taille, de son secteur, et du coup des moyens qui sont associés. Clairement, la maturité, elle va aussi avec les moyens que l'on peut avoir pour tester des choses. Cette maturité, elle est aussi, elle varie en fonction du sponsorship en interne, du dirigeant et du DRH. Et puis, elle dépend aussi beaucoup du patron ou de la patronne learning. Et de sa capacité, je trouve, à avoir une vision et à l'incarner auprès des équipes. Et je trouve qu'il est parfois difficile, quand on est patron ou patron learning, d'être à l'aise sur quelle est la raison d'être de la direction learning. Quelles sont les ambitions pour l'entreprise et pour les collaborateurs?
quelle envergure on donne à l'écosystème qui est le nôtre et jusqu'où on veut faire rayonner le learning. Pour moi, c'est cette capacité-là qu'un directeur learning doit avoir pour pouvoir développer la maturité de la formation dans l'entreprise. On revient finalement au sujet initial de la vision et du pragmatisme en se disant, finalement, la première chose que je dois faire en tant que directeur learning, et c'est vrai, je pense dans plein de directions, mais là on parle, nous, ce qui nous intéresse, la partie learning, c'est effectivement de pouvoir avoir une vision que je vais co-construire avec les équipes, avec le métier, avec la gouvernance au-dessus. Et que cette vision, en fait, devienne une vision partagée, très chère à l'organisation apprenante et à Peter Senge, afin que à la fois mes équipes soient totalement embarquées, que ma direction soit mon premier sponsor et que je puisse finalement avoir les moyens. Ça c'est votre préco. Enfin, moi, je peux que souscrire à ça, mais Et au-delà d'avoir une vision, mais ça c'est très personnel, en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu moi mes différentes fonctions, au-delà d'avoir une vision du métier, c'est et ça rejoint votre première question de l'interview, c'est de rêver grand sa mission. C'est d'être moi j'aime bien l'idée d'être idéaliste sur la contribution que l'on peut avoir, parce que de toute manière, il y a un principe de réalité qui fait qu'après on va devoir raboter notre rêve et ce qu'on imagine pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Donc autant rêver grand et embarquer tant que possible les équipes à rêver grand, et après le principe de réalité fera qu'on devra réajuster à la marge. Et c'est sûr que le pragmatisme, il vient rendre concret cette vision-là, et je rajouterai l'audace de prendre de fait des chemins un peu différents et de bousculer les codes. C'est ce qui fait aussi qu'on offre une activité learning et une expérience apprenante mature, nouvelle, différenciante. Et puis l'exemplarité, j'en ai parlé tout à l'heure, en étant capable d'incarner ce que l'on dit. Donc voilà la vision que je peux avoir aujourd'hui, en tout cas le regard que je porte au égard de mon parcours. Après, si je devais retourner dans le monde de l'entreprise tout de suite, là, en tant que directrice learning, qu'est-ce que je ferais? Je commencerai par décrypter l'environnement dans lequel je suis et je regarderai probablement la proposition de valeur de la DRH. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle propose, ou en tout cas, quelle est sa maturité par rapport à l'expérience candidat, collaborateur, apprenant de l'onboarding ou offboarding. Qu'est-ce qui est proposé? Je regarderai aussi la capacité des dirigeants à incarner la culture d'entreprise et les valeurs qui sont prônées. Et je pense que je m'intéresserai à la culture managériale et à la culture relationnelle. Et à partir de là, ma première action avec l'équipe, ça ne sera peut-être pas tout début, mais ma première action, ce serait de travailler sur la raison d'être. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de produire? Quelle est la raison d'être de notre direction learning? Et je pense que c'est vraiment le point de départ, notamment après la période de Covid qu'on a pu avoir. La raison d'être est quand même un point de départ hyper important pour savoir ce qu'on fait là et avoir une trajectoire qui fait sens et qui permet de prendre du plaisir aussi à faire ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un beau message parce que il y a un certain nombre effectivement de directions de learning où on a des gens qui sont passionnés, qui sont engagés et qui sont parfois empêchés par ce qui se passe au-dessus, par des directions générales qui ils sont moins en prise avec la direction générale, donc ils arrivent moins à impacter, à trouver des moyens, des relais. Et je pense que ce que vous proposez, ce que vous dites, ça vient nourrir ça. Ça veut dire, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être pas l'aval, j'ai peut-être pas le blanc-seing de ma direction générale, mais si je commence en fait à montrer dans mon équipe et sur le terrain que je peux avoir de l'impact, qu'on peut rêver grand et qu'on peut agir aussi grand, même avec des moyens limités, et en fait, je vais faire changer le regard que porte la direction sur moi, sur mon équipe, sur mon action, sur ma raison d'être. Et d'eux-mêmes, ils m'apporteront peut-être un petit peu plus leur soutien. Moi, c'est ce message que j'entends et que j'ai vraiment envie de, juste d'être l'amplificateur de ce que vous dites, parce que
je vois trop de personnes et d'équipes qui sont vraiment au quotidien passionnés, qui ont vraiment envie de bien faire et qui se retrouvent parfois empêchés. Et il y a une espèce de plafond de verre et ils ne savent pas comment le casser, quoi. Et je pense effectivement que là, vous donnez en tout cas une clé, et je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, qui est une clé qui est assez intéressante en disant, voilà, déjà, nous, rêvons grand, asseyons une vision, asseyons des projets, mettons-nous en fait en mouvement, et en fait, qu'il y en a quelques-uns qui se mettent en mouvement et qui se mettent en mouvement dans le même sens, en fait, voilà, il y a moins d'inertie, on va Ouais. commencer à créer un effet d'emballement, et puis on Et va ça embarquer peut, au fil de l'eau, quoi. et ça peut, Et ça sur un malentendu, générer l'envie de l'écosystème et pourquoi pas de la direction. Mais on ne peut pas attendre que notre direction, enfin moi je me suis toujours dit que je ne devais pas attendre de ma DRH et de ma direction qu'elle règle ma mission à ma place. Euh, donc c'est aussi se prendre en charge et je trouve qu'un manager, là dans le domaine de la formation, mais a cette responsabilité-là et doit avoir cette aura-là, en fait, de donner envie ouais, d'imaginer ce qu'on veut. On projette ce qu'on veut et ça se réalise plus facilement. Je dis pas que c'est toujours simple, mais Exactement. On a parlé, j'ai envie qu'on revienne dessus, c'est d'une des contraintes évoquées notamment par les responsables formation, c'est toujours le manque de moyens. Ce satané budget qui est toujours limité et qui, des fois, est raboté et autres. Et donc, on est en plus dans une ère où, à la fois, on a des budgets limités, on a eu une réforme de la formation professionnelle qui a fait qu'en plus, les OPCA étant devenus OPCO, ils n'ont plus financé notamment les entreprises de plus de 50, donc en tout cas à la marge. Et donc, ce budget, il est toujours enquiquinant. À côté de ça, on a une explosion en fait des demandes, des modalités d'apprentissage et autres, une accélération de l'obsolescence des compétences, et donc on se sent limité. Moi, je sais que vous avez toujours battu en brèche cet argument, et vous avez démontré que la faiblesse en fait des moyens n'empêche pas la grandeur des actions. Et je sais que dans votre nouvelle activité, vous appelez à développer un vrai management de la frugalité que vous avez aussi fait dans vos expériences précédentes. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu détailler qu'est-ce que c'est ce management de la frugalité et comment vous l'avez mis en œuvre et comment on pourrait le mettre en œuvre dans une organisation. alors ce qu'on met derrière le management de la frugalité, c'est le management de l'innovation frugale ou un terme indien, Jugan, qui veut dire système D. Et donc, c'est Navi Raju, qui est un consultant indien qui parle très, très bien de ce sujet. Ouais, vous le connaissez. Voilà, qui a parlé du bigger is better et qui parle de less is more. Et donc, c'est vraiment savoir faire autant avec moins, voire savoir faire plus avec moins. Donc, derrière cette notion d'innovation frugale, alors il y a la frugalité en tant que telle, hein, donc faire avec moins. Il y a aussi la notion d'inclusion. C'est vraiment d'inclure toutes les parties prenantes, l'idée d'ouverture aux idées nouvelles. Il y a aussi la notion d'agilité, de tirer parti des contraintes. Et non pas que je veuille laisser croire que je n'étais pas sensible au budget. Je pense que c'est hyper important d'avoir des budgets, d'avoir le sentiment d'avoir les moyens pour remplir sa mission. Et ça reste important de défendre des budgets auprès de sa direction. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas les défendre. En revanche, parfois, on ne peut pas faire autrement que de constater que nos budgets ont été coupés ou que, voilà, on se retrouve dans une contrainte budgétaire. Et pour moi, il y a deux approches. C'est soit on accepte, non, on n'accepte pas justement, on subit et on est frustré. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on arrive à annuler certains projets, et, voire en tout cas à les abandonner. Soit on peut opter pour un état d'esprit plus justement plus frugal, qui consiste à dire OK, comment on va faire? Comment on peut rebondir? Comment on peut tirer parti de cette contrainte? Et là, ça va chercher tout un état d'esprit, à la fois du manager et à la fois des équipes. Alors, comment on peut s'y prendre? Moi, si je regarde mon expérience, et je parlais que de mon expérience, ça a nécessité en tant que manager, et on revient à ce qu'on a déjà dit, mais d'avoir une vision de là où de toute manière on avait prévu d'aller,
de s'y accrocher tant que possible et de regarder comment on peut faire par soi-même. Donc ça prône beaucoup la notion de do it yourself, qu'on a énormément appliquée avec les anciennes équipes chez Natixis, pour les learning days notamment dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de manière générale pour plein de choses, on faisait par nous-mêmes, on ne faisait pas appel à des agences externes, on allait chercher l'expertise quand on en avait besoin, mais ils se sont retrouvés, je vous dis, à animer des émissions radio, à fabriquer des podcasts, ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, et voilà, on s'est dit qu'on allait tenter et que l'on verrait bien. Donc, avoir une vision et s'y accrocher, se dire que les chemins que l'on va emprunter seront celui du faire un peu par soi-même. Ça nécessite pour ça, je trouve, que le manager se positionne en chef d'orchestre. En chef d'orchestre d'une intelligence collective, en chef d'orchestre de contributeurs qui vont tester. Donc, ça demande beaucoup de confiance. Ça convoque l'humilité aussi, dans le sens où on se retrouve à demander à certains collaborateurs de faire des choses que nous-mêmes, on ne sait pas faire. Et de ne pas forcément vouloir rentrer dans la manière dont ils vont s'y prendre parce qu'on n'a pas forcément le temps et ce n'est pas forcément notre rôle. Donc, il se joue d'un seul coup une sorte de pari collectif, d'aventure collective, où chacun va se responsabiliser, chacun va contribuer. Le tout, c'est qu'on y arrive. Donc, il y a une forme d'alchimie, moi, je trouve, passionnante à observer et à vivre, qui ne se passe pas quand on a des budgets, hein, et quand on fait faire par des experts. Donc c'est plus risqué, c'est sûr. Moi, je leur expliquer souvent, on va rester très professionnel, on va rester très ambitieux, on va faire en sorte que ce soit le plus excellent possible. Et pour autant, on n'a pas toutes les expertises des professionnels, donc ça va peut-être faire un peu amateur. Ça va peut-être être imparfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, l'enjeu, tel que moi je le vois en tant que manager, me fait dire qu'on peut s'autoriser à être dans l'imperfection. C'est pour ça justement que la contrainte budgétaire, à ce moment-là, elle est acceptable aussi. Parfois, elle n'est pas acceptable et auquel cas, là, ça devient très compliqué. Et ce que je veux dire par là, c'est que le management de la frugalité, il offre des fois une saveur assez exceptionnelle et là, il se passe quelque chose collectivement. Mais encore faut-il être en capacité de s'autoriser ces imperfections, hein. Donc, charge aux managers et aux équipes de se poser la question, est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là? Et puis, non, la dernière chose, ce que ça requiert, c'est beaucoup d'optimisme. Oui, beaucoup d'optimisme, de capacité à rassurer les équipes et à se rassurer soi-même. Et ce que ça offre, c'est le plaisir. Hein. C'est le plaisir de se dépasser, le plaisir de se dire on l'a fait et de célébrer. Non, je trouve ça assez... voilà, encore une fois, pas toujours, pas tout le temps, pas dans n'importe quelle condition. Mais moi, c'est peut-être les plus beaux moments que j'ai passés avec mes équipes chez Natixis, mais dans toutes les autres entreprises de la Disney. C'est quand il a fallu remonter les manches et se dire comment on fait ensemble. Donc, une vraie aventure. Exactement. Et ça convoque plusieurs éléments chez moi. C'est le premier sujet, c'est que la créativité, en fait, la créativité sans contrainte, ça s'appelle l'art. Mais sinon, la créativité avec contrainte, c'est ça en fait qui fait en fait qu'il y a des projets. Il y a le projet, c'est l'autoroute. Hein. Vous payez un péage qui est un peu cher et dans une voiture confortable. Vous avez le projet et vous savez que vous allez au point B. Hein. Vous allez à la destination et ça, c'est votre vision. Et vous avez le projet, vous dites, je ne peux pas aller sur l'autoroute, je n'ai pas la voiture, on est à pied. Et ça convoque le sujet de la théorie de l'effectuation de Philippe Ziblerzan qui dit regarde ce que tu as dans les mains et vois ce que tu peux faire avec. Et c'est ça, en fait. Et donc, à un moment donné, se mettre autour de la table et se dire ouais, regardez, les outils qu'on a dans les mains, c'est nos cerveaux, on a quelques trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Et moi, je vois dans l'innovation frugale et dans la théorie de l'effectuation un peu deux éléments qui viennent se nourrir afin de se dire ouais, on va le faire. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'humilité parce que c'est un peu ça. C'est aussi des éléments de culture apprenante. C'est le droit à l'erreur. C'est le fait qu'en fait, oui, en fait, on va se planter. Oui, ça va pas être parfait, mais fait mieux que parfait. C'est-à-dire que on a gravi la première marche, on a appris,
on fera mieux la prochaine fois, on va pouvoir apprendre en équipe. Et je pense que ça, et je l'ai vécu avec mes équipes, donc j'étais tellement connecté à ce que vous disiez, je me disais, mais c'est tellement vrai, parce que quand on est là face à l'adversité en se disant, ouais, on a fait vraiment l'année de le faire, on n'a pas peut-être la meilleure équipe avec les meilleurs moyens, hein, on n'a pas, voilà, mais par contre, on a une envie qui est juste dingue de le faire, et donc on va le faire. Et c'est vrai que ça, c'est transformé. C'est ça. Et puis on est là, donc, regardons ce que l'on peut faire. Et puis ça met en évidence la destination et le chemin. Et encore une fois, on doit emprunter un chemin, autant qu'il soit source d'apprentissage, et qu'on vive encore une fois une aventure humaine, quoi. Moi, je dois être un peu aventurière dans l'art. Exactement. Et je pense que le chemin est aussi important que la destination propre. Je voudrais qu'on vienne sur le sujet de la relation. On en a parlé dans les organisations apprenantes, il y a plusieurs strates, l'individuel, le collectif, l'organisation. Et je sais que vous vous intéressez à la relation entre l'individuel et le collectif, et à la nature des relations en fait dans une entreprise, et comment finalement ces relations elles nourrissent la performance. Et là, on parle de performance, donc c'est assez intéressant. Pouvez-vous en fait un peu définir le concept d'innovation relationnelle tel que vous l'avez pratiqué, et comment vous le conceptualisez, et surtout qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, c'est assez vaste, en fait. C'est assez vaste et complexe ce qu'on peut mettre dans l'innovation relationnelle. Il n'y a pas énormément de choses qui sont écrites, mais en tout cas, moi, je m'y intéresse. Et c'est ce qui me motive, en fait, dans mon projet A Little Big Dream. Déjà, ça prend son sens, innovation relationnelle, étant donné, quand on regarde le contexte actuel du marché du travail, qui nous raconte quand même, je prends un chiffre que j'avais en tête, que j'ai lu hier, 58% des cadres seraient prêts à démissionner. On a aussi 42% des moins de 35 ans affirment n'avoir jamais eu autant envie de quitter leur emploi aujourd'hui. On parle de grande démission, de quiet quitting, de traquance. Voilà, il y a tout un phénomène qui nous fait dire que globalement, on est en train de développer une relation au travail assez différente et assez tendue. Dans ce contexte-là, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question des relations, tout simplement parce qu'on est des êtres humains, et que je parle du principe que les relations entre humains sont importantes. Et donc voilà, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là pour pouvoir en tout cas accompagner les entreprises demain. Pour moi, aller sur le terrain de l'innovation relationnelle, c'est investir dans ce qui nous lie profondément les uns les autres. C'est-à-dire vraiment la relation. Et ça permet aussi, si on investit dans ce on va définir ce que ça peut être, hein. Si on investit dans l'innovation relationnelle, c'est aussi être au rendez-vous d'un discours qu'on entend beaucoup, qui est notre capital humain, notre plus grande richesse. À un moment donné, c'est intéressant. Enfin, un bon drive. En tout cas, c'est intéressant de se dire, OK, c'est capital humain, notre plus grande richesse, OK, donc l'humain, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que si on s'intéresse à l'humain, on doit s'intéresser aux relations. Et pour moi, c'est aussi de partir du principe que l'entreprise est un système vivant, fait d'interactions, que ces interactions, elles peuvent être effectivement complexes, et que dans ces interactions, on peut les voir à 3 niveaux. Et c'est ça, je trouve, qui fait la différence dans la notion d'innovation relationnelle. En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. C'est que les relations qui se jouent dans les entreprises, elles se jouent à trois niveaux. Moi avec moi avec les autres, et moi avec l'entreprise. Et de savoir décortiquer ce qui se joue à ces 3 niveaux, d'investir dans la compréhension et d'investir pour chaque entreprise dans la culture qu'elle a envie de développer autour de ces 3 niveaux de relations, ça peut permettre d'accompagner les transformations de l'entreprise de manière plus positive et durable, et aussi d'accompagner le développement humain. Et là, on est vraiment au carrefour, je trouve, d'enjeux de prospérité pour l'entreprise et de défis d'humanité, en fait, qui est un sujet vraiment, vraiment d'actualité.
Donc, ça va chercher des convictions, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, de la place du collectif et de l'individu et comment le collectif et l'individu se répondent. Ça pose aussi la question de ce qu'on fait des singularités des collaborateurs, des salariés, ce qu'on fait de la diversité et comment on va, en tant qu'entreprise, proposer alors un projet d'entreprise ou des micro-projets qui vont être source euh, d'épanouissement et qui vont justement permettre d'offrir une aventure, qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, mais pour tout le monde et à tous les niveaux. Pour moi avec moi-même, moi avec les autres et moi avec l'entreprise et qu'il y a un cercle vertueux. Donc, Oui, je vous laisse. Non, je me suis dit. voilà ce que moi j'y mets en tout cas derrière la notion d'innovation. Alors comment on s'y prend, quels sont les concepts sous-jacents à ça? Pour moi, c'est la psychologie sociale, c'est la sociologie, c'est la systémie, c'est les neurosciences, beaucoup. Voilà, c'est toutes ces disciplines qui doivent nous permettre de comprendre, de décrypter et ensuite de modéliser des modèles managériaux, impulser des nouvelles manières de manager, de construire une culture de la relation qui va même au-delà de la culture managériale en tant que telle. Et pour moi, ça doit être l'occasion, en tout cas ce qu'on peut attendre de ce concept-là, c'est de pouvoir donner ou redonner en tout cas de la puissance aux relations d'entreprise. C'est de réconcilier les intérêts individuels et collectifs. Et de générer du coup, générer de l'inspiration, générer de l'engagement. Et mon projet, Little Big Dream, c'est ça, c'est réenchanter pour réengager. Et l'engagement aujourd'hui ne se décrète plus. Il ne se décrète plus. Et ce ne décrète pas, effectivement. Donc, il va falloir convoquer, il va être nécessaire de convoquer le désir, en fait. Pour moi, c'est ça. Et c'est en s'intéressant à comment on est fabriqué et comment on est en relation les uns avec les autres. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime et c'est ce qui m'a animé les 20 dernières années. Donc, j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir quelque chose à apporter. Et c'est ce que je vais tenter. Et moi, il y a un truc qui à la fois me rassure et m'anime également, c'est que vous avez parlé que nous sommes des vivants et que nous sommes effectivement, et que le vivant, ça bouge et que le vivant, en fait, l'humain, en fait, il est très singulier. Hein, chaque humain a sa singularité. Et en fait, je vais reprendre les mots de Denis Christol de Solfrance, en fait. Finalement, l'image que je m'en fais de ce que vous dites sur l'innovation relationnelle et sur finalement la relation en entreprise ou par ailleurs, c'est que là, sur un projet commun, le projet d'une entreprise, chacun m'arrive avec sa singularité, avec ses lunettes. Et tout le monde a des lunettes différentes. Et l'idée, c'est pas forcément de changer les lunettes de tout le monde, c'est de garder en fait cette différence dans les lunettes de chacun et dans la vision de chacun afin que ça nourrisse finalement le projet, mais que par contre, avec toutes ces lunettes, on regarde tous dans le même sens. C'est un peu ça que moi j'y vois comme image en disant gardez vos lunettes parce que elles sont uniques et que cette unicité, cette singularité, on va en faire une force. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que c'est la diversité culturelle qui est le principal outil de productivité des entreprises. Mais par contre, mettons en place en fait une étoile du berger, mettons en place quelque chose qui brille et qui brille suffisamment pour chacun d'entre vous afin qu'on puisse continuer à faire briller cette étoile, quoi. Et c'est ça finalement le projet. Oui, et l'ingrédient, aller appuyer sur les relations, pour moi, c'est ce qui permet de faire pivoter, en fait. Parce qu'on est quand même dans si on prend l'échelle de l'entreprise, on est quand même dans des systèmes hybrides, parfois silotés, voire fracturés, et que pour générer une cohésion, pour moi, ça doit prendre racine dans la dynamique relationnelle.
Il y a des entreprises qui ont leur étoile polaire, qui ont une vision extrêmement claire. On voit dans les entreprises que la diversité, l'altérité, vraiment est de plus en plus respectée, valorisée. Il y a plein de choses qui ont été faites. C'est pas le sujet, hein. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Mais pour mettre en musique ça, pour vraiment que ça prenne, pour moi, il faut aller agir dans la relation, en fait, et dans ces 3 niveaux de relation. Heu, c'est un vaste programme. Il y a plein de choses Ouais, à c'est un faire. vaste Il y sujet. a plein de choses à faire. En tout cas, merci pour ces éléments, voilà, enfin, il n'y a pas de transmission sans relation, donc, on est des humains et on a besoin effectivement de ça. Ça fait partie de nos besoins primaires. Merci beaucoup, Céline. Je me suis vraiment régalé de cet échange et je pense et je suis sûr que les auditeurs, voilà, auront plein d'enseignements et même d'inspiration à écouter cet échange. Et je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau projet qui s'annonce assez passionnant. Merci. Merci beaucoup, Cyril, de votre invitation. C'était un plaisir et à bientôt. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.